Chopinoises et Chopinois, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de livraison à domicile. Merci, merci, c'est très gentil, mais aujourd'hui, ça n'est pas moi que vous devez applaudir, ce sont les grands discours qui ont marqué l'histoire par les femmes. Je vais vous présenter cet ouvrage qui s'intitule donc La voix des femmes, ces grands discours qui ont marqué l'histoire, préfacé par Christiane Taubira et rédigé par Céline Delaveau. Alors, je vous entends, je vous donne la cote. Donc, la cote, c'est 305.4 DEL. Vous le retrouverez dans l'espace SES. Alors, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que l'auteur présente à la fois les discours, bien sûr, mais aussi nous retrace la vie des femmes qui ont marqué l'histoire. Pour commencer, je voulais vous parler de Gisèle Halimi, pour sa plaidoirie au tribunal de Bobigny en 1972. Elle défend des femmes qui ont été accusées d'avortement. Donc en introduction, l'auteur nous précise que le Code Napoléon de 1810 définit l'avortement comme un crime jugé par une cour d'assises et puni d'emprisonnement. Au siècle suivant, sous prétexte de politique nataliste, la répression s'est durcie. La simple incitation à l'avortement ou à la contraception a été interdite par la loi du 31 juillet 1920. Et 3 ans plus tard, une nouvelle loi définit l'avortement non plus comme un crime, mais comme un délit, car les jurys d'assises étaient considérés trop indulgents, et l'on espérait rendre les peines plus applicables par les tribunaux correctionnels. Sous le régime de Vichy, l'avortement est devenu un crime d'État passible de la peine de mort, et cette loi de 1942 a été abrogée à la Libération, mais l'avortement n'en restera pas moins un délit. En 1967, la loi Neuwirth autorisant la contraception est adoptée, mais n'est appliquée qu'après 1972. L'avortement, en revanche, reste hors la loi et les procès demeurent monnaie courante. C'est cette situation que dénonce Gisèle Halimi pour sa défense de ces femmes qui seront jugées. Alors le discours de la défense est assez long, donc j'ai choisi un extrait qui montre à quel point la femme n'est pas l'égale de l'homme du tout. La femme est plus qu'exploitée, elle est surexploitée. Et l'oppression, Simone de Beauvoir le disait tout à l'heure à la barre, n'est pas seulement celle de l'économie. Elle n'est pas seulement celle de l'économie parce que les choses seraient trop simples et on aurait tendance à schématiser, à rendre plus globale une lutte qui se doit, à un certain moment, d'être fractionnée. L'oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme. Ménagère ou courtisane, disait d'ailleurs Proudhon, qui n'aimait ni les juifs ni les femmes. Pour trouver le moyen de cette soumission, messieurs, comment faire? Simone de Beauvoir vous l'a très bien expliqué. On fabrique à la femme un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à tout ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci, et c'est tout le destin de la femme. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Certes, le Code civil a changé, et nous nous en réjouissons. Mais il est un point fondamental, absolument fondamental, sur lequel la femme reste opprimée. Et il faut ce soir que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. Voilà, ensuite sa plaidoirie se poursuit, donc je vous recommande vraiment de la lire dans cet ouvrage. J'ai choisi par ailleurs un autre extrait. Alors bien sûr, nous avons le discours de Simone Veil, mais je crois qu'il est assez connu. Moi, je voulais déjà vous lire celui d'Elisabeth Guigou, qui a fait un discours à l'Assemblée nationale en 1998 sur le thème de la parité.
Le 8 mars 1998, c'est la Journée internationale de la femme. Le Premier ministre Lionel Jospin déclarait que l'égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle était un objectif prioritaire et qu'il impliquait une modification de la Constitution. C'est donc à sa ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, première femme garde des Sceaux, que fut confié le dossier. Donc, son discours, j'ai choisi le début de son discours parce qu'elle évoque des grandes figures de l'histoire du féminisme et je pense que c'était intéressant de les faire connaître. Aujourd'hui, je ne vous parle pas seulement comme garde des Sceaux, chargée de vous proposer une révision de la Constitution. Je vous parle d'abord comme femme en politique, comme femme ministre de la Justice, qui a le grand honneur d'être la première femme garde des Sceaux. En ce moment, je ne puis m'empêcher de penser à toutes celles qui se sont battues, parfois en donnant leur vie, pour que les femmes se voient reconnaître l'égalité de leurs droits de femmes et de citoyennes. Je pense d'abord à Olympe de Gouges, qui rédigea en 1791 la Déclaration des droits des femmes, laquelle proclamait en son article 10 « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Elle fut guillotinée le 3 novembre 1793, 5 jours avant Manon Roland. Je pense à ces citoyennes qui ont fait la Révolution française, à ces républicaines de Beaumont qui exigèrent de ratifier par leur vote la Constitution de 1793, alors soumise au suffrage universel masculin. Elle disait « Quand des millions de citoyens acceptent la Constitution, quand la France entière célèbre par des transports de joie le retour de sa félicité, quand leurs pères, leurs époux, leurs enfants, leurs frères ont prodigué leur sang pour cette liberté précieuse, les citoyennes n'ont-elles pas aussi le droit de ratifier un acte auquel elles ont si efficacement coopéré ?» Je pense à ces hommes qui ont épousé le combat pour l'égalité des femmes, à Condorcet, qui se demandait si les législateurs n'avaient pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de cité. Je pense au député girondin Guillaumard qui affirmait que si l'on dénie à la moitié de la population les droits politiques qui sont donnés aux hommes, alors il faut changer l'article 1er de la Déclaration des droits de 1789 et écrire « Les femmes naissent et meurent esclaves et inégales en droit. Si les deux sexes ne sont pas égaux, l'immortelle Déclaration des droits contient une mortelle exclusion. » Je pense à Louise Michel, figure ardente de la Commune de Paris, aux Saint-Simoniennes, à Eugénie Nivoyer, à Hubertine Auclair, à Maria Derem, à Madeleine Pelletier, à Louise Weiss, militante déterminée et si souvent raillée du droit de vote. Je pense aux héroïnes de la Résistance, Lucie Aubrac, Bertie Albrecht, Marie-Madeleine Fourcade, Danielle Casanova, Germaine Tillon, aux déportés, Geneviève Antoniès de Gaulle, Simone Veil, à toutes ces femmes connues ou anonymes dans leur héroïsme et à qui nous devons le droit de vote. Je voudrais saluer tout particulièrement Simone Veil, qui a toujours été à la pointe du combat pour les droits de femmes, qu'il s'agisse du droit de disposer de son corps ou des droits politiques. Voilà, je vous laisse découvrir cet ouvrage extraordinaire avec des discours de toute époque. La prochaine fois, nous découvrirons des travaux d'élèves qui justement ont travaillé sur l'égalité femmes-hommes et nous vous proposerons une compilation des affiches, des textes, des enregistrements qu'ils ont pu faire. Voilà, restez chez vous, mais délivrez votre esprit. À bientôt!